Bonsoir et bienvenue à cette 5e sortie de la semaine en ce qui concerne votre émission Le Grand Soir. Le Grand Soir pour ce vendredi, à la sortie de la semaine et en début, n'est-ce pas, du week-end. Deux sujets vont nous intéresser, mesdames, messieurs. Nous allons parler tout d'abord de la fonction publique et surtout du phénomène des retraités toujours en service ou en fonction. Quel résultat peut cela avoir lorsque nous avons des personnes qui sont toujours en fonction mais devraient déjà être en retraite? Mesdames, Messieurs, ce sera, n'est-ce pas, la mise en bouche de cette émission. En deuxième partie, nous parlerons, n'est-ce pas, de la présidentielle 2025. Et comme vous le savez, nous nous acheminons vers la convocation du corps électoral. Oui, 3 mois avant, n'est-ce pas, la fin du mandat peut-être en ce moment, du président de la République, de l'actuel président. Il y aura donc une convocation, on va donc convoquer, n'est-ce pas, le corps électoral. Alors, quels sont les enjeux? Comment ça se passe en ce moment au niveau des partis politiques? Et que prévoit, que dit la loi? Mesdames, Messieurs, dans cette émission, nous en parlerons. Ce sera avec nos invités qui sont déjà bien installés. Je suis heureux de retrouver Ariel Migné, qui est déjà parmi nous. Bonsoir, bienvenue. Merci à tous les téléspectateurs du Grand Soir. C'est un plaisir pour moi d'être là encore ce soir parce que, aux multiples occupations que j'ai, ça n'a pas été facile toujours pour moi d'être là. Mais lorsque vous me convoquez quand même, monsieur Omba, c'est un plaisir et un plaisir de toujours venir débattre avec vous et pouvoir échanger avec tous les multiples. Mais aussi, j'aimerais remercier quand même le peuple camerounais qui, jusqu'à aujourd'hui, est assez calme au regard de ce qui nous attend en 2025, au regard de multiples péripéties. Et nous allons débattre pendant le sujet. Et je vous dis merci pour l'invitation une fois de plus. Ok, merci d'avoir accepté l'invitation. Je cherchais le nom, joyeux anniversaire à l'enfant. Non, c'est mon fils. Oui. Il s'appelle Meigné Meigné Noir. Oui. C'est mon homonyme à moi. Oui. Joyeux anniversaire à lui et que tout le monde aussi. Et demain, ça se passera au niveau de Hermana, au niveau de Tradex. Donc, nous serons ensemble. Merci bien. Je rappelle là, Ariel Migné, il est donc politologue. Avec lui, nous allons voir en profondeur la question politique, n'est-ce pas, dans cette émission, n'est-ce pas, avec la convocation du corps électoral qui est imminente. Également, déjà installé sur ce plateau, Simon Métchégué, il est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, homme politique, communicant du RDPC. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Apollinaire Ngba. Bonsoir particulier à nos millions de militants de par le monde, surtout ceux du Cameroun et davantage ceux de l'arrondissement de Lobo. C'est ma circonscription politique d'origine, donc évidemment, je les salue tous et leur demande d'être prêts pour affronter les échéances politiques qui pointe à l'horizon. Ok, merci. Nous allons dire bonjour à toute la population de Lobo et particulièrement au maire, n'est-ce pas, de la commune de Lobo, qui est au Fourrier au Moulin. Oui, il est au Fourrier au Moulin. Il m'a dit qu'il a une série de visites ces prochains jours. Oui, vous savez que Lobo a beaucoup à dire merci au président de la République. Vous savez que c'est le seul arrondissement des 9 qui est relié à la capitale politique par l'autoroute. L'autoroute qui va longer jusqu'à... En attendant qu'au Bala également, dont l'autoroute est en train d'être travaillée, soit également reliée à la capitale politique. Donc évidemment, de ce côté-là, nous respirons le parti ardent du flambeau. Ok, merci à vous. Nous allons accueillir quelqu'un d'autre sur ce plateau. C'est également un homme politique, cela fait belle lurette. On ne s'est plus retrouvé. Hubert Mvolo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Apollinaire. Apollinaire Ngba, tu fais bien de préciser, je comptais commencer par là. Quelques infidélités, on pourrait dire ça comme ça, agenda très chargé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai dû faire des sacrifices et tu sais de quoi?
je parle. Tout à fait. Voilà. Donc, je voudrais exprimer mes civilités aux co-discutants, à Simon Metchengue notamment, qui a évoqué l'abord. Le hasard a voulu que pendant que tu nous invites, tu ne prennes pas en compte le critère appartenance ou alors, j'ai envie de dire quoi, origine. Mais il s'avère que je suis de Lobo. Moi aussi de Lobo. Et puisque je suis de Lobo, je voudrais... c'est un hasard. Non, c'est un hasard, mais c'est pas la base que je vais orienter. Je vais orienter, je voudrais donc que ceux qui nous écoutent comprennent tout simplement que le discours que vous venez de tenir, Simon Metchengue, est tout faux. Puisque, de toute façon, la parfaite illustration est que je sois sur ce plateau portant justement la casquette d'un parti politique, voilà, autre que le RDPC. Et dire également qu'en Lobo, en 2020, j'étais candidat à la mairie de Lobo, nous sommes sortis avec 30. Et mon père était adjoint maire, Badoul. Permettons. Non, il faut savoir, non, Sylvestre Badoul. Oui. Mon père était adjoint maire à Lobo. Tu allais siffler, permettons. Parce qu'il faut... Non, c'est un hasard qui est vraiment... Allez-y, je vais l'entame de l'émission. Merci, attendons. L'orientation que je veux donner, parce qu'en réalité, nous sommes en politique, et la communication politique est essentielle. Comprenez un peu, Lobo n'est pas une appartenance d'une certaine flamme. Ou d'une tribu. Je dis clairement qu'en 2020, à Lobo, nous étions à la quête du pouvoir municipal. Et nous sommes sortis de là avec 37%. Ah, ça, c'est ce qu'on nous avait attribué, au vu de toutes les manigances que vous pouvez. Et donc, en 2025 encore, ce ne sera pas un seul champ. Ce ne sera pas le mouvement de Simon qui va se déployer. Nous sommes également sur le terrain. Et j'invite, et ça va au-delà de Lobo, pour prendre toute la Liquier, pour prendre la région du centre et par là tout le Cameroun. Donc, je suis très heureux d'être là. Merci de m'avoir renouvelé l'amitié aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Et vous voyez qu'on peut être fils d'un même arrondissement, mais on a des points de vue divergents. Hein. Non, il m'a dit qu'il va dire ça sur le plateau. Donc ça me gêne pas pour mon petit frère. Vous étiez préparé? Oui, il m'a dit qu'il ne va pas me dire ça sur le plateau. Même si ça ne change pas la vérité. Même si c'est qu'il y a l'autoroute. Ok, merci. Ariel, vous allez reprendre la parole. Vous êtes tout excité là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce qui est sûr, lui, il n'est pas de Lobo. Mais il est avec nous ce soir. Je rappelle que ce n'est pas une émission avec les élites de Lobo, mais quand même, il est donc avec nous ce soir. Gabriel Michel Chedjouem. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Prince Apollinaire. Merci de m'avoir invité sur ce plateau ce soir. Je voudrais également saluer tous mes co-discutants et saluer également tous les téléspectateurs du Cameroun et même du monde entier. Je suis heureux d'être là. Je sais que, n'est-ce pas, c'est du choc des contraires que j'ai l'étincelle et que, n'est-ce pas, le progrès de la connaissance repose sur la compréhension de notre ignorance. Merci de l'invitation. Monsieur Chedjouem, vous avez précisé, hein, lorsque je vous ai invité, vous m'avez dit, vous êtes Gabriel Michel Chedjouem, leader d'opinion, responsable en chef de la commission communication et médias du COREC. Oui, il faut dire que le COREC, n'est-ce pas, c'est le collectif des organisations des enseignants du Cameroun, dont une vingtaine de syndicats d'enseignants qui s'est regroupé sous le nom de COREC. Et n'est-ce pas, nous avons décidé de fédérer tous nos efforts, de fédérer nos voix pour porter, n'est-ce pas, de façon unanime les difficultés et les problèmes des enseignants du Cameroun auprès de la haute hiérarchie. Bon, nous ne parlons pas d'éducation ce soir, ou particulièrement de cette éducation-là. Peut-être d'une autre manière, peut-être qu'il y a des retraités également dans votre secteur. Il y a des retraités partout. Qui ne sont pas encore en retraite. Il y a des retraités partout. Qui ne sont pas, qui sont toujours en fonction. Il y a des retraités dans toutes les administrations du Cameroun. Des retraités toujours en service. Oui, ce n'est pas normal. Ça, ce sont des spécialités camerounaises. On en parle très négatives. On en parle tout à l'heure. Alors, Roméo Tchala, il est encore dans les coulisses. Il sera des nôtres. Il est de l'UPC, non, de l'UNDP, autant pour moi, de l'UNDP. Mesdames, messieurs, vous faites bien de regarder la télévision tout de suite et maintenant. Petite transition, on revient pour la première partie de cette émission, la mise en bouche. À tout de suite. Alors, retour sur ce plateau pour donc prendre
la première partie de cette émission. Alors le premier sujet qui est bel et bien la mise en bouche de cette émission. Nous parlons donc là de la fonction publique au Cameroun. Presque dans tous les secteurs, nous retrouvons des personnes qui doivent déjà être à la maison ou au village, mais qui continuent à travailler, qui sont toujours des services. Les statistiques, nous n'allons pas les sortir ici, mais comme je le disais tout à l'heure et peut-être également avec M. Soudjem, dans presque tous les secteurs, on retrouve donc ces personnes déjà en retraite, mais toujours en service. Puisque vous avez la parole, vous êtes de la société civile, le constat que vous faites, je ne sais pas si c'est le même constat, des personnes déjà retraitées, mais toujours en service. Comment comprendre cet état de choses? Bon, c'est facile de le comprendre. Disons que nous pensons que ça, c'est un mode de gouvernance qui est voulu, qui est maintenu par le système en place. C'est pas moi qui vais vous rappeler que n'est-ce pas, le média officiel du Cameroun, la CATV, est piloté, n'est-ce pas, par un homme qui devrait déjà être officiellement en retraite. Tout le monde le sait. Et il n'y a pas que la CATV. Dans beaucoup de ministères, on retrouve, n'est-ce pas, des compatriotes qui devraient déjà être en retraite. Sans faire une fixation sur la CATV, mais cette personne, vous voulez faire allusion, je rappelle, est allée en retraite, mais qui a quand même bénéficié, n'est-ce pas, d'une prorogation. Alors, nous disons la même chose. Du président. Nous disons la même chose. Dans un pays où il y a énormément des intellectuels, dans un pays où il y a énormément, n'est-ce pas, des candidats au travail qui restent en chômage, on maintient des gens en poste qui devraient déjà être en retraite. Nous disons non à cela. Ça, c'est une ça participe de la malgouvernance. Ce n'est pas une bonne chose. Et le maintien en poste des retraités peut ternir l'image de l'entreprise et porter atteinte à sa réputation. Voyez-vous, cela peut également, n'est-ce pas, affecter la confiance des parties prenantes, y compris les actionnaires, y compris les employés, les partenaires, qui pourraient remettre en question la fiabilité et la légitimité de l'entreprise. Si le Cameroun est entré dans ce marasme économique qui date depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'est entre autres à cause, n'est-ce pas, ce que j'appellerais même la gérontocratie qui gère le pays depuis le sommet de l'État. Tout le monde sait que le plus vieux chef d'État au monde est camerounais, Paul Biya. Tout le monde sait que le plus vieux sénateur est camerounais, Nyadi Pendi. Tout le monde sait que le plus vieux député au monde est camerounais, Kavayi Kedjipil. Tout le monde sait que le plus vieux policier au monde est camerounais, M. Bagagré. Ainsi de suite, le plus vieux président du conseil économique est camerounais. Ouais, donc le Cameroun est géré dans presque tous les domaines par une gérontocratie, n'est-ce pas, qui a pour rôle, n'est-ce pas, de freiner le développement. Monsieur Prince Omba, d'ici 15 ans, Apolline Omba n'aura plus cette vitalité qu'il anime au moment où il dirige cette grande émission. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est la nature. C'est la nature qui vous rend ainsi. Donc nous plaidons, n'est-ce pas, pour la juvénisation de l'appareil gouvernemental camerounais. Pour l'intérêt des Camerounais. Oui, merci à vous. Simon Mechingue, je veux quand même me dire à l'endroit, non seulement des téléspectateurs, mais également, moi, les statistiques que vous donnez, ou alors les exemples que vous donnez, nous avons le plus vieux président et autres, ainsi de suite, comme vous l'avez dit. De mes recherches, peut-être je vais encore faire mes recherches. Je vais les dire aux téléspectateurs. Je vais les dire aux téléspectateurs, peut-être nous n'avons, moi je pas des chiffres à ce niveau-là. Simon Mechingue, quand même, si on s'en tient à la prise de parole, n'est-ce pas, de notre invité, nous allons certainement relancer notre émission. Merci. Voilà, nous avons eu quelques petites perturbations là. Alors, si nous nous en tenons, n'est-ce pas, au propos de M. Soudjem, c'est qu'au Cameroun, nous avons donc petite transition et nous revenons, s'il vous plaît. À tout de suite. Alors, nous allons repartir avec vous. Qu'est-ce qui peut bien expliquer que les personnes qui doivent déjà être à la maison, les retraités, continuent, n'est-ce pas, à travailler, à servir au Cameroun? On peut servir, mais peut-être déjà à la maison. Comment comprendre cet état de choses une fois de plus aussi avec vous? Je dois dire que je suis peiné de suivre ce que je venais de suivre là. Ça ne se dit pas en public. Premièrement parce que
un pays est fait de personnes âgées, de personnes adultes, de personnes jeunes et d'enfants. Et on n'a pas le droit, parce que la loi ne le proscrit pas, on n'a pas le droit de venir stigmatiser des gens. Même le Conseil national de la communication pourrait vous saisir pour ça. Parce qu'en réalité, la loi qui nous gouverne tous, qui impacte notre contrat social, qui encadre notre contrat social, est claire là-dessus. Le président a le droit de proroger la carrière d'un travailleur s'il juge qu'il peut être utile. Je crois que cela a été dit ici, enfin, a été recadré ici par moi. Très bien. Voilà, le président, cela a été, la prorogation a été faite par le président de la République, qui en a le droit. De deux, les fonctions politiques n'ont pas de retraite. La présidente du Congrès américain, je crois bien du Congrès américain, Mme Pelosi, je crois qu'elle a 81 ans. Pourquoi elle ne va pas en retraite? Vous avez entendu les Américains parler de ça? Pourquoi sur les tropiques on a des faux débats? Les vrais débats restent là. Vous demandez pour éclairer l'opinion. Pourquoi certains retraités, et dans tout le monde entier ça se fait, c'est-à-dire que le président peut juger qu'à des postes stratégiques, la CRTV est stratégique. Je vais vous rappeler une chose. En 2018, par exemple, en 2018, pendant que des individus ont cru bon vouloir perturber la quiétude en disant des choses dans le cadre de vouloir créer l'implosion sociale en période électorale, je vous rappelle que la CRTV a joué un rôle clé. Là, ce n'est pas l'intelligence. Là, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Pour un journaliste comme Charles Ndongo, qui est un aîné et que je respecte, et d'ailleurs que j'aimerais ressembler, il a joué un rôle crucial. Je vous rappelle que notre processus électoral, s'acheminant, a eu beaucoup de bonus parce que ce qui était caché, ce que les gens croyaient être caché, le monde entier a très bien vu que voici ce qui s'est passé dans le contentieux post-électoral de 7 jours en direct à Mondovision. Je vous rappelle que le premier pays à féliciter le peuple camerounais, ce sont les États-Unis, la première démocratie au monde. Donc, il faut qu'on arrête de rester dans la stigmatisation pour aborder les questions de fond. Monsieur Michengue, vous l'avez dit, je pense que cela a été recadré ici tout de même par, je l'ai dit, c'est-à-dire, et puis vous avez ajouté autre chose, c'est-à-dire les fonctions politiques. Il n'y a pas de retraite à ces niveaux-là. On peut donc le comprendre. Maintenant, revenons dans le sujet. Oui, le sujet est le suivant. Oui. C'est que les retraités, qu'est-ce qui amène la prorogation de certains retraités en fonction? Ce sont les prérogatives du président de la République tout seul. Et maintenant, c'est lui également qui nomme aux fonctions civiles et militaires. Donc, sur le plan de la loi, sur le plan même de la gestion, il n'y a pas de problème. Okay. Mais, dire que l'État du Cameroun est un État gérontocrate, c'est très faux. Très faux, pourquoi? Non, ce n'est pas faux. Comment vous pouvez dire que c'est faux? Vous allez parler. Vous aurez votre temps de parler. Non, comment vous voulez dire que c'est faux? S'il vous plaît. Nous ne sommes pas au marché. S'il vous plaît. Non, est-ce que c'est faux? Ariel Meunier, s'il vous plaît, permettez. Non, permettez-moi de parler, mais chacun dit, mais est-ce que c'est faux? Non, mais Ariel. C'est logique. Monsieur Meunier, vous aurez votre temps de parole. Vous le savez, c'est comme ça que ça se passe. Monsieur Michengue, vous pouvez continuer. Très bien. Nous avons 444 700, je crois, 71 travailleurs. 90%. Vous avez pris l'indice sur où? L'indice sur d'où? C'est quoi? C'est... Faites votre travail. Oui, je le fais, vous le constatez très bien. Nous n'allons pas manquer de respect. C'est l'organisation qui a fait le travail. Monsieur Michengue, s'il vous plaît. Monsieur, vous voyez, nous sommes là pour les téléspectateurs. C'est pas exclusivement pour nous, si c'était pour nous, entre nous là, on devrait peut-être... Je vais vous écouter. Alors, monsieur Gueye, nous continuons. Nous continuons, vous avez encore vos 1 minute. La fonction publique camerounaise, en 2024, a 444 771 travailleurs. Selon quel indice? Sur les travailleurs. Sur quoi? Selon IT? S'il vous plaît, vous allez reprendre cela après. Permettez, sinon, à chaque fois, quelqu'un va dire quelque chose qui ne va pas vous arranger. On ne va pas évoluer. Je ne vous connais pas comme ça quand même, monsieur Meunier. Allons-y. Je rappelle que c'est docteur Meunier, si vous voulez bien. Entre
c'est 90% des personnes ont moins de 50 ans qui travaillent à la fonction publique. Moins, je dis bien moins de 5% ont plus de 65 ans. Mais ils sont au pouvoir depuis combien de temps? Je voudrais donc dire ceci. Nous sommes un État civilisé, un État qui a des règles, qui a des lois, et c'est dans ce cadre-là que nous fonctionnons. Pas dans les humeurs des gens ou dans les fantasmes des uns et des autres, mais dans le cadre de la loi. Okay. Là où je suis là, vous êtes le modérateur du plateau. Dès que vous me retirez la parole, je m'arrête parce que c'est la loi. Ok, merci à vous Simon. Alors, je reviens vers vous, hein, monsieur. Non, Ariel va un peu patienter, mais quand même, il n'y a pas que les personnes qui ont bénéficié de la prorogation, n'est-ce pas, du chef de l'État. Nous avons également d'autres personnes dont le président de la République n'est pas au courant de leur situation, mais qui continuent à travailler malgré que l'âge de la retraite a sonné. Bon, M. Mba, de toute façon, moi, je côtoie le monde de la presse. Vous comprenez un peu, vous êtes un ami, Simon également un journaliste, et bien d'autres. Je considère toujours que quand vous mettez un débat sur la table, c'est parce qu'en réalité, il vous donne des éléments à discuter. C'est-à-dire qu'il y a le contexte, il y a le prétexte aussi. Tout à fait. Voilà. Donc, de ce point de vue, je trouve que c'est un problème. Et donc, nous devons en dépendre. Quand je l'ai dit, les évidences, on doit pouvoir les rappeler. Je voudrais clairement dire que personne n'a été stigmatisé sur ce plateau. Voilà. Autant on peut dire, dans un pays, ou alors au monde, que l'on a le plus jeune président, autant on peut également dire, le plus vieux, à l'opposé, qu'on a le plus vieux président. Ce n'est pas un élément de stigmatisation. C'est vrai. C'est un... Ce sont les faits. C'est un... Encore que... C'est pas de même. Ça, c'est scientifique. Encore que... Je vais le démontrer. Dans les constitutions des dossiers, rappelez-vous, et c'est la loi qui nous dit, par quelqu'un parlait de loi, Simon, pour être plus exact, pour être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, le critère d'âge évoqué, c'est 35 ans. Pour être conseiller municipal, c'est 23 ans. Pour être sénateur, c'est 40 ans. Ça veut dire que les questions d'âge peuvent être débattues. On peut donc dire que sur une liste, je me rappelle encore en 2018, il y avait 9, on disait tel était le plus jeune, je crois que c'était Cabral, et il y avait le plus vieux, c'était M. Biya. Et en 2000... Quand j'ai envie de le dire, venir le dire, le rappeler avec insistance sur un plateau de télévision, ne tombez pas dans le piège de Simon Metchengue. Gabriel Chouyem n'a stigmatisé personne. De deux. La vérité aussi est que nous qui voyons le vieux, à la tête de nos institutions, les 4 principales institutions qui sont l'institution présidentielle, qui incarne le pouvoir exécutif. L'institution sénatoriale. Non, appelons ça législatif. Le parlementaire. Oui. Qui incarne l'Assemblée nationale d'un côté et le Sénat. Alors on va faire un tour là-bas. C'est tellement évident qu'on est obligé de dire que c'est des vieilles personnes. Loin de nous de dire que... Est-ce que ces personnes marchent même? Non, Ariel, nous n'allons pas jusqu'à ce niveau. Allons-y. Non. Mais c'est visible. Non, monsieur. Non, docteur, s'il vous plaît. Vraiment, je voudrais qu'on respecte non seulement ce plateau, mais également ces personnes en fonction. Vraiment, s'il vous plaît, sinon, je vais vous retirer véritablement totalement la merci parole. Pour le recadrage. Ça, je ne le permets pas. Ouais, moi, je reste, et vous savez, vous connaissez toute la courtoisie qui m'incarne. Je ne dis pas ça justement pour manquer le respect à ses pères, à ses grands-parents. Donc, je n'ai même pas... On peut même s'en vanter. Je suis sûr. Oui, nous avons... Il n'a pas la certitude d'atteindre cet âge. Tout à fait. Mais on peut en parler, puisque de toute façon, ce n'est pas une histoire de quartier, ce n'est pas une histoire de famille. Et ce n'est pas donc le sujet. Une affaire... Non, on ne peut pas faire ce débat de la question de la retraite sur la gestion des affaires de la cité sans parler également de ces institutions. Vous comprenez un peu? Autant que quelqu'un évoquait la question de la CRTV tout à l'heure. On parle de la CRTV, non pas parce que c'est une chaîne concurrente, mais parce que c'est une chaîne nationale. Donc, et même indépendante. Et donc, de ce point de vue, moi, je peux parler librement de la CRTV. Voilà. Tout en respectant également le potentiel de ceux qui travaillent là-bas. Mais on est un élément référentiel qui est le critère
âge qui est également lié au fait que l'on doit aller à la retraite. Okay. Quand j'ai fini de le dire, pourquoi est-ce que ça a perdu? Ça a perdu parce que au Cameroun, beaucoup de compatriotes sont tels que quand ils voient la retraite pointer à l'horizon, ils voient ça comme un début de descente aux enfers. Vous voyez? Quand vous êtes peut-être dans un service où la corruption fait de vous le grand patron, parce que effectivement vous avez encore le droit de signature, dès que vous sentez votre atteindre l'âge requise, l'âge requis autant pour moi pour la mise à retraite, vous commencez à vous inquiéter. Et donc des mécanismes, des stratagèmes. Moi, je connais des gens qui sont en train de négocier, que ce soit dans le secteur éducatif, que ce soit dans le secteur douanier, qui sont, parce que 55 ans, notamment pour la douane par exemple, 55 ans, pointant à l'horizon, ils commencent à faire des frictions parce qu'effectivement, ils n'ont pas pu préparer leur retraite. Pourquoi est-ce que certains ne préparent pas bien la retraite? Parce que ça aussi, c'est une problématique. Soit parce que, effectivement, au vu de la qualité de la rémunération, la qualité de la rémunération est-elle capable, permet-elle à un employé, un travailleur du Cameroun de pouvoir préparer la retraite de telle enseigne que, rendu à l'âge où il ne peut plus être suffisamment, il ne peut plus garantir un rendement, il soit heureux d'aller se reposer. Vous avez beaucoup de gens qui, à 60 ans, n'ont pas encore construit leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 55 000 de salaire. Quand on est plancton, vous savez qu'à l'époque, le SMIC était à 32 000. Il a peut-être évolué. Même à 60 000, quand vous approchez l'âge de la retraite et que vous avez 60 000, vous faites comment? On ne peut pas jouer debout. Impossible. Et quand vous dites qu'on va réduire ce que vous avez minimalement par 2 ou par 3, je ne sais pas comment est-ce que ça se calcule, mais de toute façon, on a toujours, quand on va en retraite, on a un tiers de ce que l'on gagne. Vous voyez que ces gens-là peuvent être des personnes très heureuses, là, ces personnes-là, dans la retraite. Voilà le problème. Et puis, le fait qu'en haut, ceux qui ont quasiment le double de leur âge, continuent à exercer les fonctions les plus difficiles. Mais on se dit, chacun peut justement rester, soit enseignant, soit policier, parce que si vous pouvez gérer le pays à 93 ans, ça veut dire qu'un policier à 90 ans, un instituteur à 70 ans peut aussi travailler. Ok, merci Ariel. Vous avez donc la parole là maintenant. Et, ce phénomène perdure. Monsieur Hubert Volo estime que si les gens continuent à s'agripper au pouvoir, tout simplement parce que, leur revenu est très minable pendant, n'est-ce pas, toute cette période-là, et également ceux qui sont au sommet ne lâchent pas prise. Est-ce que c'est un bon signe pour un pays comme le Cameroun en ce qui concerne la gouvernance? Très bon résumé de ma pensée. Vous savez, lorsque nous parlons de la gouvernance appelle souvent à 2 types de réactions. Soit une alternance, soit une alternative. Et dans cette logique, lorsque nous allons, la continuité n'a jamais mené dans une construction à une durabilité. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons une roue, cette roue a, si je prends la logique du système de Easton, qu'on appelle l'analyse systémique, ça voudrait dire quoi? À un moment donné, même un système peut avoir des faiblesses. Mais lorsque le même système perdure, il y a des ouvertures et des visibilités que nous n'avons plus sur le plan scientifique. Je vous prends un cas simple. Lorsque le président Paul Biya, par exemple, arrivait au pouvoir, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les réseaux sociaux, les Twitter et consorts. Mais maintenant, il va falloir adapter le système à la modernité et aux qualités de l'instant présent. Il va falloir donc adapter tout un système à une nouvelle modalité systémique et évolutive qui pourra faire évoluer le système. Aujourd'hui, j'ai peut-être été un peu dur dès le départ. Et je reviens sur mes propos. Pourquoi? Parce que au niveau de la Gironde... Vous l'avez calmé certainement. Oui, non, au niveau de la Gironde aussi, il faut reconnaître. Il a parlé. Le chef de l'État, c'est un patriarche. Tous ceux qui sont autour de lui, je crois qu'ils ont évolué avec lui. Sur cette logique,
lorsque nous voulons impulser une certaine dynamique pour l'évolution du Cameroun, nous n'avons pas dit, et nous ne voulons pas les mettre à l'écart, mais nous voulons une certaine modification, non seulement au niveau de l'adaptation du temps, mais aussi avec les réalités sociétales qui sont face à nous. Je voudrais dire ça pourquoi. Nous parlons aujourd'hui du phénomène des retraités. Regardez aujourd'hui, je vous dis, allons au ministère, par exemple, des Relations extérieures. Il y a combien de gars qui sont diplomates là-bas sortis de l'IRIC? Comme moi, ces gars, je vois là-bas. Non, ils sont peu. Au ministère des Relations extérieures aujourd'hui, ce sont les plaigs qui sont les directeurs des services. Tous ceux qui sont sortis de l'IRIC et qui sont ce qu'on appelle les SAE, les secrétaires des affaires étrangères, ils ont tous migré vers le Canada. Je reprends encore nos questions. Allez au niveau de la santé. Lorsque vous sortez, on vous dit, vous êtes maintenant docteur. On vous envoie en spécialisation. Vous allez diriger quoi? On va vous dire, parce que vous êtes jeune, que c'est un papa, parce qu'il a eu une certaine expérience qui dépasse maintenant un docteur et il a la capacité d'être maintenant le directeur d'un hôpital. Allons encore plus loin. Je vais percer. Hein? Si vous me permettez, M. Mba. Allez-y, c'est votre tour de parole. Allons à l'enseignement supérieur. Allons à l'enseignement supérieur. Combien sont les recteurs qui sont mis à la retraite? Pourquoi on a tout prorogé? Combien sont les chefs de département? Peut-être ce sont les meilleurs. Pourquoi est-ce que... non, Omar, vous êtes en train de biaiser. Non, si vous ne voulez plus qu'on parle du sujet... Allons-y, vous avez la parole, hein, monsieur. Mais ça veut dire quoi? Le malaise est systémique. C'est dans tous les milieux et dans tous les domaines. Lorsque nous voyons... Regardons le chauffeur de taxi. Il y a les papas qui ont 60 ans qui conduisent encore, mais ils ne voient même pas. À 20 h, c'est un danger. On quand dit que papa va garer, il m'insulte. Il me dit que non, mon fils, toi même que ton papa part à la retraite. Donc vous comprenez que tellement le système nous a habitués à une certaine logique où nous sommes dans les prolongations. La prolongation, 3 fois, 4 fois. Et quand on dit que c'est terminé, il pleure. Il pleure pourquoi? La retraite n'est pas une sanction. Ils doivent s'habituer. Si la règle décide que c'est à 60 ans, on doit s'arrimer à cela. Ils sont au palais, ils sont nombreux, prorogés plusieurs fois. Okay. Donc, arrêtons ça et travaillons. Et laissons-nous. Moi, il veut la place, qu'on me donne aussi quelque chose. Arrêtez de protéger les gens. On vous a compris. Le vent me touche dehors. Ok, on vous a compris. On vous a compris. Vous aurez la parole. Roméo Tchala, bonsoir, bienvenue. Merci Charles Apollinaire Omba. Toutes mes excuses par rapport à la pluie qui sévit là dehors, qui nous empêche de circuler aisément. Je dis bonsoir à tous mes copanélistes. Je vais réitérer mes salutations à toute la grande famille Tchala. Je salue la grande famille Efoudou. Alors, je vous suis, Charles Apollinaire Omba. Je viens par rapport à notre sujet d'entame. Vous avez parlé des personnes retraitées, ceux-là qui ne voudraient pas aller en retraite au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'ils ne voudraient pas. Le phénomène des retraités, toujours en fonction. Donc, je ne sais pas si c'est eux qui refusent d'aller en retraite ou alors... Toujours en fonction. Ça veut dire que soit ils ne veulent pas aller en retraite, soit on ne veut pas les envoyer en retraite. Voilà. Donc, je voudrais qu'on aborde un peu ce sujet de manière méthodique. Ça veut dire que lorsque les téléspectateurs nous suivent à la maison, qu'ils apprennent quelque chose. Parce que nous sommes dans un État qui fonctionne, qui a des règles. Nous aurons ici, selon mon analyse, j'ai circonscrit ces développements en 3 petits volets. Vous avez d'abord les raisons possibles, les raisons qui poussent certaines personnes à tarder à aller en retraite. Vous avez ensuite des conséquences, parce qu'il y a des conséquences. Ensuite, nous allons peut-être proposer des solutions pour remédier à ce problème.
Commençons d'abord par... Vous n'allez pas faire le travail à ma place, c'est moi qui oriente, qui dirige et qui vous dit à tel niveau. Bon, comme vous l'avez dit, bon maintenant, qu'est-ce qui amène les uns les autres à continuer à travailler, à être toujours en service, alors qu'ils doivent déjà être à la maison? Très bien, là, nous pouvons situer ça dans le volet des raisons possibles. Il peut y avoir nous pouvons énumérer ça en 5 grands petits volets. Première raison, c'est la raison administrative. Et cela incombe à la responsabilité totale du chef du gouvernement. Parce que c'est lui qui contrôle et qui veille sur le bon fonctionnement du gouvernement et de l'administration. Vous avez peut-être les problèmes de retard au niveau administratif. Le premier problème qui peut être lié à cela. Le deuxième problème, c'est le traitement des dossiers des retraités dans nos administrations. Si le traitement du dossier d'un retraité, quelqu'un qui devait normalement aller en retraite, n'a pas encore atteint son apogée, je pense que peut-être avec la lenteur administrative, cet individu ou ce citoyen va commencer à exercer, va continuer à exercer les fonctions. 2, nous avons des problèmes, je vais dire quoi, les problèmes d'expertise. Les problèmes d'expertise. Ces personnes qui ont occupé des fonctions pendant des années ont une certaine expérience. Et cette expérience-là, on remonte donc sur le problème administratif qui n'a pas préparé la relève. Ça pose un problème. Parce que lorsqu'on va faire partie cela, bien qu'étant déjà arrivé à l'âge de la retraite, on se retrouve dans la difficulté de les enlever parce qu'au préalable, on n'a pas apprêté la relève. Ça pose un problème. Qu'est-ce que l'administration, je ne justifie pas, peut-être je ne suis pas du MINFOPRA, qu'est-ce que l'administration ou bien de la primature, qu'est-ce que l'administration normalement devrait faire? L'administration devait peut-être préparer une relève. Mais tant que la relève n'est pas encore prête, elle préfère maintenir ces retraités-là en fonction. L'autre problème, c'est le problème des ressources humaines. Ça rentre toujours dans ce volet d'expérience. Il n'y a pas la ressource humaine appropriée pour essayer de relever ces vieux, comme vous les appelez, ces personnes âgées qui ont atteint l'âge de la retraite et qui continuent à travailler. Bon, à ce niveau, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les laisser travailler. Maintenant, les conséquences liées à cela, les conséquences sont peut-être les jeunes. Je prends l'exemple. Les jeunes, par exemple, il y a des conséquences. Les jeunes qui ne seront pas employés. Je prends l'exemple de M. Biya, qui est le président de la République aujourd'hui, qui arrive à la magistrature suprême en 82. Certains d'entre nous n'étions pas encore nés, d'autres sont nés. Et ceux qui se sont accrochés au pouvoir, ceux qui sont restés, soit par leur expérience, soit par leur formation professionnelle, soit par un certain nombre de raisons que je ne veux pas évoquer ici, les jeunes là sur le plan professionnel restent et sont au chômage. Voilà une conséquence grave. Vous allez voir toute une génération qui sera appelée génération sacrifiée et qui voudrait aussi travailler. Deuxième conséquence, vous avez la ressource humaine. Cette ressource humaine-là, elle est divisée. Il y a les ressources financières. Vous avez des grandes entreprises aujourd'hui qui accumulent ces personnes qui devaient normalement aller en retraite et qui ne partent pas. La masse, sur le plan financier, la masse salariale qui va gonfler et ça fait en telle sorte que l'État perd plus en matière de ressources. Dans le trésor, on puise plus parce qu'un jeune qu'on vient de recruter, on ne pourra pas lui allouer un salaire qu'on donne à une personne qui a peut-être 60 ans et dont la masse salariale dans la boîte a déjà gonflé. Ça pourra peut-être résoudre un problème en envoyant la personne en retraite. Merci à vous, monsieur Tchala. Vous avez voulu vous récupérer ou alors votre temps, peut-être votre retard. Vous avez voulu vous rattraper, pourtant vous n'avez rien perdu véritablement. Alors, oui, chacun voudrait prendre la parole, je reviens vers vous, n'est-ce pas? Merci. Monsieur Soudjem. Oui. Alors, ici, il y a beaucoup de raisons.
Si nous suivons M. Tchala, la relève n'a pas été préparée. Les personnes qui sont venues, il y a un problème d'expérience et tout ce qu'il a soulevé là. Est-ce que lorsqu'on recrute les gens, on ne sait pas que c'est une chaîne, qu'à un moment, ceux-là doivent partir en retraite et il y en a d'autres qu'on doit recruter au jour le jour. Est-ce que c'est un problème de gouvernance qui fait problème? C'est un problème de gouvernance. Est-ce que c'est ça qui fait problème? C'est un gros problème de gouvernance qui est voulu, qui est maintenu, qui est entretenu, n'est-ce pas, par le système en place au Cameroun depuis des lustres et des lustres. Vous voyez, j'ai suivi, n'est-ce pas, mon prédécesseur dit qu'il n'y a pas suffisamment la ressource humaine appropriée pour remplacer ces gérontocrates-là. Moi, je dis non. Le Cameroun, n'est-ce pas, est l'un des rares pays au monde qui a le plus de ses citoyens qui émigrent vers les pays d'Europe, d'Asie, ainsi de suite. Je ne crois même pas qu'il y a une seule institution au monde où il n'y a pas au moins un Camerounais qui soit, n'est-ce pas, qui travaille en qualité de responsable. Je ne pense pas. Bon, autre chose que je vais décrire et qui fait le plus mal, je voudrais un peu revenir sur ce que mon frère Messengue disait lorsqu'il a dit, j'ai noté la fonction publique camerounaise à 90% de personnes, quelque chose de ce genre. Apparemment, je crois même que c'est vrai. Mais je voudrais surtout rappeler que cette fonction publique camerounaise ne recrute que 3,5% de la population. Et 90% de Camerounais sont dans le secteur informel. Ça, c'est le fait. C'est l'Institut national de la statistique qui disait en 2024 que 74,6% des jeunes Camerounais sont dans le chômage. Ça, c'était en 2024. Et 10% de Camerounais sont menacés par l'insécurité alimentaire. Vous voyez que c'est grave, monsieur Charles Apollinaire. Je rappelle à toute fin utile que 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour. 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour. Ce qui est grave. Ceci n'est que la conséquence, n'est-ce pas, de ces entreprises qui ont été fermées depuis belle lurette. Je vais citer le Fonader. Je vais citer, n'est-ce pas, je vais citer la Camchip. Je vais citer, n'est-ce pas, l'UNAREF. Je vais citer la Camsuco, l'ONCPB. Je peux citer une vingtaine d'entreprises qui ont été fermées, entre autres parce qu'on a maintenu cette gérontocratie qui est déjà fatiguée. Qui est déjà fatiguée, qui est déjà arrivée à saturation. Je voudrais vraiment comprendre le rapport entre, n'est-ce pas, la fermeture de ces sociétés et les personnes qui doivent déjà, les fonctionnaires qui doivent aller en retraite et qui continuent à travailler. Je réponds très facilement. Oui. Très facilement. Le rapport, c'est que, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, lorsque Charles Apollinaire, d'ici 15-20 ans, vous n'aurez plus cette énergie qui vous amène à diriger l'entreprise. Vous allez faiblir. Raison pour laquelle il faut donc renouveler, n'est-ce pas, le personnel qui dirige cette émission. Vous voyez, c'est la même chose dans les entreprises. C'est la même chose. Un patron qui est déjà âgé, qui a travaillé pendant 30 ans, et qui continue à 40, 50, 60, disons 10 ans, son rendement ne peut plus être le même. On vous a suivi. Monsieur Messengue, on dirait que la retraite fait peur au Cameroun. Pourquoi? La manière dont vous prenez le sujet donnerait l'impression à ceux qui nous écoutent que, en réalité, les gens ne vont pas en retraite au Cameroun. Je rappelle que... Vous avez suivi ma question, non? Parce que la manière... On dirait que la retraite fait peur au Cameroun. Non, la vérité, si c'est qu'on va en retraite au Cameroun de façon automatique. Parce que dès que... on gère le pays... Vraiment, je ne suis pas en train d'analyser, je suis en train de donner les éléments. Allons-y. On gère la solde avec un logiciel qui est paramétré. 60 ans et 65 ans. Je crois qu'on appelle ça le CJPS, je crois bien, tout de ce genre. Oui, c'est le CJPS. Ça veut dire que dès que le mois arrive, tac, ça se signale. Même si après la procédure va se finir, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus percevoir cela. Maintenant, il y a 2 personnes au Cameroun pour des cas spécifiques, pour des cas vraiment c'est-à-dire que ce sont des cas vraiment spécifiques qui concernent une seule catégorie de ce qu'il a dit. L'expertise. L'expertise ne s'acquiert pas avec l'intelligence. C'est le travail, c'est-à-dire que c'est le temps mis à faire une fonction qui peut vous donner des aptitudes qui n'ont rien à voir avec l'intelligence acquise dans les universités ou dans les amphis. Ça se passe dans tous les pays du monde. Et de 2, il faut différencier les fonctions politiques aux fonctions administratives. Ça, c'est bien. Les fonctions politiques n'ont pas d'âge de retraite. Je vous ai parlé de la personne qui gère, la femme qui gère le Congrès américain, je ne sais pas si elle est partie, Pelosi.
Elle a 81 ans. Je crois qu'elle avait 81 ans l'année dernière. Le président américain, je crois, doit avoir 79 ans, 78 ans. Vous avez dit qu'elle va en retraite. Elle est en retraite. Je crois que, situons le débat là où il doit être situé. C'est des cas d'exception où vous verrez des gens ne pas... C'est-à-dire que les gens... Vous verrez le président de la République, pour des cadres, c'est pas très bien, pour des fonctions de haut cadre, ainsi de suite, prorogé. Ou alors, le Premier ministre, pour certains cas, prorogé. Voilà la situation. Maintenant, parce que je crois qu'on est resté en fonction publique, je voudrais rester là. Je voudrais quand même noter... le titre, hein, ou alors le sujet bien, est clair. Oui, c'est ça que je voudrais... Je ne vais pas parler, n'est-ce pas, de politique. Oui, nous sommes dans un débat sérieux. Voilà. Et de deux, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Ce n'est pas l'Institut statistique qui a donné ces chiffres. C'est un député à l'Assemblée qui a donné ces chiffres. Il a mélangé le taux de chômage qui est de 3,6%, plus le taux de sous-emploi. Et de deux, il parle de quoi? Il parle du secteur informel. Comme pour dire que c'est un secteur qui ne vaut rien. C'est très fort. Parce qu'il y a deux types de secteurs informels. C'est vous qui le dites, hein? Non, je ne suis pas encore en train d'analyser. Il y a deux types de secteurs informels. Les économistes et autres gestionnaires le savent très bien. Il y a un type de secteur informel où les entrepreneurs veulent y rester. Parce qu'ils ne sont pas sujets à un type d'impôt. Je vous prends un cas, j'ai souvent pris le cas de la friperie. Allez au marché Mokolo, vous voyez quelqu'un qui a un magasin, qui a peut-être, où on appelle ça comment, le budget le chiffre d'affaires est de 40-50 millions. Mais il est au secteur informel. C'est-à-dire que son tarifaire fiscal est au secteur informel. Vous dites que quoi? Vous allez dire que cette entreprise-là ne vaut rien? Non. En revanche, il y a d'autres, comme les vendeurs de beignets, qui ne peuvent pas être dans un secteur formel. Mais ce n'est pas le débat. Parce que vous déviez le débat parce que vous êtes dans la flagellation. Okay. Non, moi, je ne vais pas aller dans ce débat-là. Je voudrais dire que là où nous sommes là, le Cameroun, comme les autres pays du monde, fonctionne normalement. Et même à Info TV, on ne prendra pas un jeune qui vient de l'Estique ou un jeune qui vient des IPES. Qu'est-ce que vous allez dire? Des IPES. Donc il n'y a pas de qualité. S'il vous plaît, je vous ai écouté, vous voyez comment je vous écoute souvent, non? Non, là, non. Ne prenez pas un cas sur Info TV. Il y a, je voulais dire ceci. Il y a la jeunesse à Info TV. Bon Dieu. Et tout le monde a sa place tout de même. Justement, oui. Allons-y, monsieur. Sauf si vous avez à créer un modérateur autre que vous. C'est moi qui vous représente. Ah bien, non. Permettez-moi, oui, si on peut dire je ne peux pas arriver au village, je veux le mettre encore, n'est-ce pas? Alors, comme toi. Alors, non, je voulais dire ceci. Il faut noter une chose. C'est que, on dit souvent, si jeune pouvait, si jeunesse savait, et vieillesse pouvait. Oui. Pour conduire dans un état, on a besoin de toutes ces énergies-là. Ça veut dire quoi? Le président directeur général du groupe La Météo ne prendra pas une émission phare d'Info TV et donner à un de ses stagiaires qui vient de finir de former. Il faut que ce stagiaire-là apprenne à acquérir de l'expérience en lui donnant peut-être des papiers, des journaux, papiers pour le journal, pour le 20 heures. Là maintenant, je parle en pratique. Monsieur, là maintenant, je parle en praticien. Tout le monde ne signe pas l'éditorial. Mais il y a les talentueux. Très bien. Tu as reconnu, non? Tout le monde ne signe pas l'éditorial. Mon grand frère. Pour dire ceci. Comment je chute? Comment? Oui. Permettez que je donne mon déroulé. Vous l'avez déjà fait. Comment ça? Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire qu'il n'y a pas de problème. La fonction publique est très bien régulée. Maintenant, au-dessus de la fonction publique, il y a le niveau stratégique de gestion de l'État. Je prends un cas de figure. Vous avez par exemple quelqu'un qui a été nommé aux Nations Unies. Il gère, comme par exemple le cas du regretté mémoire Bellinga et Boutou. Est-ce qu'il est payé par l'État? S'il vous plaît, vous me...
Parce que là, vous êtes docteur. Un docteur, c'est quelqu'un qui connaît la science. Et la science, ça ne fait pas. Monsieur Minier, je voudrais dire ceci. Franchement, vous nous perturbez. Je donne des exemples pour que les auditeurs comprennent. Après, je vous donne la parole parce que c'est votre parole dans tous les cas. Je voudrais dire que... C'est pas vous, c'est moi qui... Je voudrais dire que vous reprenez votre parole. C'est vous qui êtes le boss ici, c'est pas moi. Je voudrais dire que je prends un cas de figure, comme en 2001 par exemple. À supposer que notre ambassadeur, le ministre Bellinger, de regretter mémoire, qui en mars 2003 était président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors vous dites que comme il va en retrait en mars, non, là, il faut l'enlever. C'est pas possible, parce qu'il a des dossiers, il a une expérience. C'est pour cela que quand l'État fonctionne donc au niveau stratégique, c'est-à-dire que le chef de l'État, c'est donc à ce moment précis, cette personne ne peut pas aller en retraite. Il faut lui donner, et c'est 2 ans renouvelables une fois. Même la Constitution a encadré cela. On ne sait pas, ad vitam aeternam. C'est 2 ans renouvelables une fois. Donc, on lui donne donc une prorogation pour permettre à ce que les dossiers sensibles ou un certain nombre d'éléments qu'il devait gérer, il les gère et maintenant... Merci, monsieur Mchingi. Vous allez réagir tout juste après, puisque nous avons également la pub là. Très rapidement, ils sont nombreux qui nous regardent et qui nous écrivent. Thomas Massok nous écrit: enfin mon arrière-petit beau-fils que je retrouve sur ce plateau du grand soir. Lobo fait son plein de feu en ce vendredi à Info TV. Choujem dans un sombrero à la Lee Van Cleef, le syndicaliste retraité, toujours en poste du fait d'un système de collision à pérenniser. Et également, nous allons revenir également sur cet autre message, autre réaction. Bonsoir à tous. Âge légal de départ à la retraite selon le statut général de la fonction publique. L'âge de la retraite ou alors l'âge retraite est fixé à 50 ans pour les catégories C et D et à 55 ans pour les catégories A et B. Depuis janvier 2021, une harmonisation a porté ces âges à 60 ans pour les catégories A et B et 55 ans pour C et D, avec des dérogations possibles pour certains corps, éducation, magistrature, police. Signez vos messages. Et la personne dit encore, prorogation des services malgré ces limites de nombreux fonctionnaires, notamment dans les ministères des Finances, de l'administration territoriale, de l'agriculture ou encore parmi les gouverneurs régionaux, restent en poste après l'âge légal, souvent jusqu'à 60-65 ans. Ce phénomène est particulièrement marqué dans les postes de haut niveau, directeurs, secrétaires généraux, gouverneurs. Alors, impact, cette situation bloque l'accès des jeunes diplômés à la fonction publique, entraîne une surcharge des effectifs et alimente donc des accusations de corruption ou de favoritisme. Le phénomène des retraités toujours en service dans la fonction publique camerounaise reflète des défis structurels profonds, faiblesse des pensions, corruption, laxisme administratif et absence d'une politique claire de rajeunissement des effectifs. Si des efforts d'assainissement sont en cours, leur impact reste limité par des résistances politiques et sociales. Une réforme globale combinant donc revalorisant des pensionnaires. La personne a véritablement été très longue. Peut-être vous voulez même être invité sur ce plateau. Bonsoir à tout le panel. Moi, je pense que c'était mieux de dire comme thématique, bien sûr, phénomène des vieux toujours en service. Non. Pas ce phénomène des vieux, toujours en service. Parce que dans la norme, un retraité est censé être hors service, surtout dans la fonction publique. Nous, les jeunes, nous avons besoin du travail aussi. C'est Delphine depuis Fonjemekouet qui nous regarde de ce côté-là. Autre réaction reçue,
Salut, monsieur Charles. Dites à monsieur du RDPC que 5% de son chiffre font plus de 22 000 personnes, ce qui équivaut à 22 000 chômeurs évitables à Mara depuis Abidjan. Autre réaction reçue. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis Boris, j'ai 17 ans et je vis à Bafoussam 2. Moi, je pense que le problème des retraités toujours en service dans notre pays est d'une part dû aux indemnités de ceux-ci on doit. En effet, je crois qu'il y a un agent qu'on doit normalement donner aux retraités, mais cet argent est tellement dérisoire qu'ils envisagent mal leur départ en retraite et passent par tous les moyens, soit pour rester en poste, soit pour mettre leurs enfants à leur poste. D'autre part, là on passe donc par la corruption. Merci à vous, hein. Il dit qu'il a 17 ans. Bonsoir, autre réaction reçue. Bonsoir mon frère, très cher Apollinaire, et à votre riche panel. S'agissant du thème de ce soir, les agents publics ont peur d'aller en retraite parce que du temps où ils étaient en service, leur salaire n'était pas satisfaisant. Conséquence, on trafique les âges pour compenser ce déficit salarial. D'autre part, le système qui lui-même entretient régulièrement la corruption en laissant sans aucune raison des grabataires aux affaires et qui indûment continue de percevoir les avantages de l'État. Le cas, je ne veux pas donner, n'est-ce pas, des exemples. Il y en a beaucoup qui nous écrivent. Nous allons très rapidement, à moins bientôt, hein, peut-être dans quelques minutes, nous allons prendre la pause, mais avant la pause, très rapidement, chacun va dire un mot. Oui. D'abord, monsieur Mvolo, vous avez une minute. Oui, je ne suis pas très long, vous savez. Je voudrais dire que tout ce qu'il dit ici est vrai. Moi, je veux un exemple que je connais, une enseignante. La dame est en retraite aujourd'hui. Je vais travailler avec elle, au lycée de Ndlong notamment. Chaque fin d'année, à la dernière assemblée générale, la dame nous disait au revoir. Que j'ai fini, je suis en retraite. Mais l'année qui suivait, elle revenait prendre service parce qu'elle n'avait pas été notifiée. Parce qu'en réalité, la mise en retraite aussi est une note. Et puis, quand vous êtes proviseur, par exemple, on vous a nommé. Il faut également... Il faut quand même, soyons honnêtes, il faut dire qu'au niveau à la fonction publique, lorsque vous arrivez, vous avez l'âge, n'est-ce pas, d'aller à la retraite. Le bulletin de santé. Le bulletin et tout cela non, monsieur, est signalé. Que, si vous dites soyons honnête, vous dites que je suis malhonnête. Non, je moi, je reprends une erreur. Le domaine des retraites toujours à service. Je vous dis que voilà une dame que j'ai connue, elle a fait 3 ans. Elle nous annonçait chaque fin d'année que l'année prochaine, je ne serai plus là. Le problème, c'est où? Je rejoins donc ce qu'on n'est pas là pour faire dans la mauvaise foi ou dans la critique pour la critique. Et je rejoins ce que disait M. Tchala. Le problème à ce niveau est un problème administratif. Parce qu'en réalité, ayant atteint l'âge de la retraite, puisqu'elle avait bénéficié d'une nomination, n'est-ce pas? Elle attendait justement qu'une autre nomination la mettant en retraite et par ailleurs, enfin, une autre désignation la mettant en retraite et nommant un proviseur à cet établissement, ça a duré 3 ans. Et elle était donc en service. Donc le problème de l'administratif est fondé. Je suis d'accord que pour des questions d'ordre stratégique, un peu comme disait Simon, l'on peut justement prolonger la durée, n'est-ce pas? Mais on peut aussi regretter le fait que pour des questions de récompense politique, n'est-ce pas, et de reconnaissance, que l'on proroge, pour le cas de la CRTV, c'est davantage la reconnaissance politique. Pourquoi il y a une fixation? Mais moi, je ne sais pas pourquoi il y a une fixation. La CRTV, la chaîne nationale de merci, nous allons... Non, nous sommes en train de sortir. Vous avez déjà parlé, monsieur. Non, j'ai pas parlé. Nous allons dire bonsoir s'il vous plaît, nous allons dire bonsoir à monsieur Ernest Zambo. Il est journaliste événementiel. Il nous suit fidèlement du côté des Kounou. C'était sa contribution tout à l'heure. Alors, monsieur Tchala, oui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour véritablement mettre fin à ces
à ces personnes, je voudrais dire, à ceux qui échappent véritablement à cette retraite-là. Peut-être l'exemple de monsieur, que monsieur venait de donner tout à l'heure. Pourtant, nous savons qu'au ministère de la fonction publique, c'est automatique. Hein? Lorsque vous atteignez l'âge, vous allez en retraite. Peut-être il va falloir le geste du président de la République et autres. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Très bien, Charles Apollinaire Ongba, avant d'arriver au niveau des solutions. Vous avez une minute. Oui, je voudrais d'abord dire que quand nous sommes sur un plateau de télévision comme celui-ci, il faudrait que les gens soient sérieux. Il y a ce qu'on appelle le droit administratif. On ne devrait pas devenir des charlatans. Le charlatan, c'est celui-là qui parle de ce qu'il ne connaît pas. Et il faudrait donc que la jeunesse camerounaise cherche d'abord véritablement à s'éduquer et à s'informer. C'est le rôle de vous, Charles Apollinaire Ongba, les journalistes. Alors, lorsque le copanéliste du RDPC parlait tout à l'heure, ce qu'il a développé là, on appelle ça des accords spécifiques dans l'administration. Et ce n'est pas tout le monde qui bénéficie des accords spécifiques. Lorsque nous décrions au quartier que non, tel n'est pas allé en retraite, il faudrait qu'on se pose la question. Est-ce que c'est une nomination politique ou alors ce sont des accords spécifiques qui le maintiennent encore là? Nous ne sommes plus à ce niveau. Permettez, non, nous ne sommes plus à ce niveau. Nous voulons comprendre. Non. Lorsque nous devons être disciplinés. Lorsque vous avez la parole, je respecte votre temps de parole. Allons-y, monsieur. Lorsque nous avons essayé d'évacuer cela, on peut donc commencer à se plaindre. Et on ne pourra même pas se plaindre parce qu'il y a ce que j'ai appelé, il a rappelé, mon confrère qui est à côté, l'administration, elle peut être lente et la procédure aussi peut retarder. Toujours étant-il que lorsque la procédure va aboutir, la personne sera en retraite. Je voudrais que les gens soient clairs. Maintenant, pour résoudre ces problèmes, il faudrait que pas toujours le chef de l'État, le Premier ministre... Avant, n'est-ce pas, de résoudre ce problème, nous allons édifier véritablement les téléspectateurs. Qui doit donc bénéficier de cette prorogation? Pourquoi d'autres ont bien parlé? Vous avez posé une très bonne question. Je l'ai dit ici. Bravo. Lorsque nous arrivons, ils ont pris l'exemple de plusieurs structures, plusieurs boîtes. Je vous prends un exemple très rapide. On a eu ça à l'OBC. Dans une boîte privée. Mon oncle, il a travaillé dans une boîte privée. Il était à l'émission monétaire. Il était à l'émission monétaire. Lorsqu'il arrive, son âge d'aller en retraite arrive. Les jeunes qu'on formait à l'émission monétaire n'étaient pas encore aptes à assumer les fonctions. Vous l'avez dit déjà. Il a bénéficié. Monsieur. Est-ce que ce n'est pas l'exemple que je suis en train de donner? Nous sommes 6 sur ce plateau. Si vraiment vous prenez la parole pendant 10-15 minutes, moi aussi je vais parler. Une simple question, ça va nous n'allons pas avancer. Je vous ai posé une question. C'est très normal, oui, et nous le reconnaissons. Alors, qui doit bénéficier, n'est-ce pas, de la prorogation et comment est-ce que ça se passe, cette prorogation-là? Lorsque vous êtes ici sur ce plateau de télévision, pour que le citoyen lambda nous comprenne, c'est celui-là qui a le plus d'expérience, n'est-ce pas, qui a encore à donner et à donner à l'administration, qui doit normalement... C'est bon, merci. C'est ce qu'on nous parle. C'est ça donc qui point de vue. J'ai ma minute, c'était déjà... C'est ça qui fait donc... J'ai une minute comme vous 30 secondes. Oui. C'est chronométré, allons-y. Juste pour dire que cette affaire de retraité est d'une importance capitale dans la gestion des affaires de notre pays. Je voudrais vous prendre un seul petit exemple que tout le monde est supposé savoir. Nous savons que la mauvaise gestion de la SNH a failli aboutir à l'exclusion du Cameroun à l'ITI. Or, cette SNH est pilotée par quelqu'un qui devrait déjà être en retraite. Voilà. Donc, je suis bien d'accord avec mon frère Témègue qui dit, n'est-ce pas, les prérogatives du président de la République qui peut décider que tel va continuer. Mais lorsqu'on voit, n'est-ce pas, l'échiquier national camerounais, la plupart de ces gens-là, dont là ça a été prorogué, ont, n'est-ce pas, un impact
ou alors une influence négative sur le fonctionnement de l'entreprise. Je pense seulement dans la SNH où le Cameroun a perdu 150 milliards de c'est bien. à cause de la gestion. On vous a suivi. Alors, vos 30 secondes, nous sommes... Moi, je n'ai même pas parlé. Non, monsieur, vous avez parlé. Allez-y. Je l'ai rien dit. Allez-y, monsieur. L'État n'est pas le quartier. Tout à fait. L'État est une structure. Nous parlons des faits. L'État est une structure. Nous parlons du concret. L'État est une Du structure. palpable. Vous avez trouvé. On a eu à parler. Je sais pas parce que le sujet est en polonais. Je n'ai rien dit. Oui, il a parlé du votre problème. Je suis en train de dire ceci. L'État n'est pas le quartier. Vous posez une question qui est claire. Qui doit bénéficier? Seul le président de la République et le Premier ministre le savent. C'est eux qui dirigent, c'est eux que le peuple camerounais, souverain, maître de son destin, a donné cette responsabilité. Maintenant, la SNH n'est pas, le directeur de la SNH n'est plus un fonctionnaire. C'est un poste politique. Bon Dieu, quand vous dites des choses comme ça sur le politique ou pas, c'est qu'est-ce que on a déjà le permis de fonctionner. Ça c'est palpable. Et l'argument non, s'il vous plaît. Monsieur, merci. Vous l'avez même droit à la parole. Vous l'avez dit. Alors, vous chutez, il vous reste 15 secondes. L'argument politique, c'est comme l'expérience que vous évoquez. Évitons de parler des choses dont on ne connaît pas. Le dossier de la SNH, jusqu'à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas prouver ce que vous dites là. Je demande pardon aux téléspectateurs pour ce qui va être dit. Parce qu'on ne peut pas dire des choses parce qu'on a la bouche ouverte. Il est une chose. Votre pardon est rejeté. Vous n'avez pas le droit. Arrêtez ça. Je vous dis une chose. Arrêtez ça. Le pardon, en journalisme, on dit choses vues, entendues et senties. Et quand on a les preuves. On vous a suivi. Quand on vient sur un plateau classique. Merci. Allez faire ça du RL. Ok, merci. Quand on vient sur un plateau classique, on apporte les éléments qu'on a pour édifier l'opinion. Vous l'avez dit. Merci à vous. Merci à vous, Ariel. Vous avez 20 secondes, puisque vous avez dit à parler. Allez-y. Merci. Pour sortir, n'est-ce pas, de cette... Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que, automatiquement, lorsque, à moins 3 mois, que vous soyez déjà sûr que le 21 ou alors le 25, là, vous irez en retraite? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ce qu'il va falloir savoir, c'est que les problèmes de retraite sont dans tous les États, dans le monde entier. Et mon grand frère et mon père a dû démontrer ici, là, devant tout le monde. Oui, lorsqu'on a de l'expérience et autres. Mais cependant, il va falloir ce qu'on appelle un certain recadrage. Et lorsque je parle de recadrage, c'est en termes de partage d'expertise. Il ne faudrait pas toujours que nous soyons dans un état où on va croire toujours que la jeunesse est incapable ou bien c'est brusque. Non. Il y a des mécanismes que nous pouvons mettre en jeu. Je vous prends par exemple un cas simple. Il y a les téléformations que nous pouvons mettre en place, par exemple. Il y a d'autres mesures que l'État peut mettre en place pour pouvoir déjà mettre en place cette capacité à pouvoir donner aux jeunes cette expérience. Donc, dans cette logique, je suis, et comme mon grand frère a dit, nous restons dans le même tuyau et je l'écoute toujours. Ok. Quand même, il y a quelque chose. Il y a quelque chose quand même, moi, qui, lorsque je regarde parfois certaines ces chaînes étrangères, nous voyons un chef-service très jeune, nous voyons un directeur très jeune. Il y a une commission de la Banque mondiale qui était arrivée une fois ici au Cameroun. Ce jour, j'étais là pour couvrir la cérémonie. Ce que je veux dire, ça ne va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais les jeunes, ils sont arrivés, ils avaient leur laptop. Donc, ils savaient qu'ils avaient 2 à 3 heures de travail et puis ils vont partir. Mais au Cameroun, nous avons des personnes. D'abord, c'était difficile, n'est-ce pas, d'accéder à la salle. Et puis, deuxième des choses, c'était la paperasse qu'on apportait. Il fallait travailler, il fallait regarder, ainsi de suite. Alors que de l'autre côté, cela s'était fait aussi rapidement. Il y a donc cette situation en déphasage, véritablement. Et de l'autre côté, nous avions des jeunes de moins de 30 ans. C'était 25 ans, 30 ans, mais qui étaient face à, non, vous savez, à des personnes. Il y a ici qu'on estime que quand on est jeune... Et c'est pour cela, puisque là on parle d'expérience. Alors je pose la question, si ceux-là, comment est-ce qu'ils ont pu
avoir... C'est une question de modernité. Nous sommes... Vous voulez mettre en conflit les vieux et les jeunes? Non. Nous parlons d'une coexistence. Vous êtes dans l'exclusion. Qu'il est pas l'exclusion. Parlons d'une coexistence. Je ne sais pas si le réalisateur, si nous pouvons avancer. Alors, on me dit que de l'autre côté, nous pouvons observer cette transition tout à fait spéciale tous les vendredis à 18 h. Nous avons donc cette transition annonçant donc l'émission. À vous la parole. À vous la parole ce soir. Jean-Jacques Zé serait encore face à un homme politique. Vous savez, la présidentielle, on en parle d'ailleurs tout à l'heure. On va parler tout à l'heure de cette présidentielle-là. Et les candidats frappent à nos portes au jour le jour. Et c'est un autre candidat à cette présidentielle qui sera reçu. Ce soir, à vous la parole. Il parlera, n'est-ce pas, de son projet, de son regard, alors de sa motivation à devenir, à vouloir devenir candidat. Alors vous avez là l'invité de ce soir, Marcel Mvondo, candidat indépendant à la présidentielle 2025. Et comme vous pouvez le constater, il sera face à Jean-Jacques Zé, dès 21 h jusqu'à 22h30. Ils vont tout se dire en ce qui concerne donc la présidentielle. Monsieur Mvondo viendra encore expliquer pourquoi est-ce qu'il veut être candidat, il veut être président de la République. Qu'est-ce qui l'a motivé, quelle est, n'est-ce pas, sa vision, même si le projet politique, nous ne peut pas encore le dérouler maintenant. Rendez-vous à ne pas manquer dès 21 h ce soir. Jean-Jacques Zé qui recevra donc monsieur Marcel Mvondo. Et vous pouvez également, vous pourriez également participer à cette émission. Très rapidement, puisque nous avons quand même terminé avec la première thématique. Sinon, tout le monde va continuer à parler. Mais quand même, nous allons donner la parole aux téléspectateurs. Bonsoir, le plateau. Les gouverneurs des régions ont dépassé l'âge de la retraite. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ils continuent de bénéficier de tous les avantages. Merci à vous. C'est M. Bellon qui nous écrit. Autre réaction reçue. Bonsoir, toi Charles et ton panel. Juste pour dire que le régime-ci a bouleversé l'ordre d'aller à la retraite. Pourquoi je le dis? Avant plusieurs, j'ai déjà 63 ans. Quand vous étiez fonctionnaire à l'âge de 50 ans, on vous signalait déjà que dans 5 ans, vous irez donc en retraite. Et puis, il parle donc, sans négociation, on vous affectait un jeune sortant de l'école ou un secteur et dès les 55 ans sonnés, automatiquement, vous allez faire constituer votre dossier étant déjà au quartier. Au Cameroun, la retraite est considérée comme un crime. Jean Calvin, depuis la ville de Douala, cité SIC, ça se passe ainsi dans toutes les administrations au Cameroun. Reste en poste n'avait jamais fait problème. Alors, il nous dit qu'ici, il y avait donc un système. À moins 5 ans, on vous affectait un jeune pour peut-être le former. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bonsoir, monsieur le journaliste. Les gens ne partent pas en retraite parce qu'ils bénéficient du système. S'il vous plaît, dites au monsieur qui dit que c'est pas qu'il n'a pas la compétence là, qu'il ne compte pas, qu'il ne comprend rien. Je connais un retraité qui est délégué du personnel. Est-ce que c'est sérieux? Quel type du RDPC, que le type du RDPC protège sa place sans nous déranger? Merci, c'est Martial. Autre réaction, bonsoir à tous. Le fait d'avoir traité tout le monde de manière minable pendant leur fonction et faire plusieurs de nos hauts cadres lorsqu'ils sont appelés à prendre la retraite, le fait de se demander s'ils pourront côtoyer des personnes qu'ils piétinaient étant
tous, étant tout puissant, Guy, depuis et Mana, nous allons sortir, il y a tellement de messages. Il y a un faux débat à celui qui n'est allé aux élections législatives et municipales. Ça, je crois que ça, c'est un autre sujet. Bonsoir le panel. CRF Mezang, depuis, vous êtes une chaîne de télévision sérieuse. Évitez d'inviter des pseudo-docteurs. Merci, bonsoir à vous. Bon, bonsoir monsieur Charles Apollinaire Ongba. Le phénomène très courant des retraités toujours en service dans la fonction publique atteste d'un échec cuisant de la politique du président de la République. Rien n'est fait pour assurer un bon relais par une bonne formation. Je rappelle qu'il y a tellement de messages. Nous vous disons merci pour cette attention et cette participation. Mesdames, Messieurs, ne vous en faites pas, nous allons continuer. Et cette fois-ci, c'est la deuxième partie de l'émission avec le deuxième sujet à l'ordre du jour. Là, nous parlons donc de la présidentielle 2025. Bientôt, la convocation du corps électoral. Entre-temps, l'après-élection, ça se bouscule dans nos bureaux, dans les rues et autres. Alors, Simon Mchengue, avant, n'est-ce pas, la convocation du corps électoral, nous parlons là de la pré-élection. Quels sont les rôles, ou alors quel est le rôle des partis politiques dans un pays comme le Cameroun? Vous savez, le parti politique a deux fonctions principales. La première fonction, c'est de concourir, du moins de rechercher le pouvoir, ou de toujours le conserver. Pour le cas peut-être du RDP, c'est de le conserver, oui, mais dans un encadrement légal. Deuxièmement, l'éducation des masses. Donc, l'élection arrive, mais le rôle premier est justement l'éducation des masses. C'est pour cela que les médias, parce que la société est bien organisée, les médias permettent donnent aux partis politiques ou alors aux entrepreneurs politiques un espace pour pouvoir faire pour pouvoir assumer ces deux rôles-là dans la société. Maintenant, pour le cas du Cameroun, à cette période, qu'est-ce que les partis politiques doivent faire? Les partis politiques doivent continuer avec leur travail d'éducation des masses. L'éducation des masses veut dire la seule option pour arriver à ce que vous voulez, c'est d'aller vous inscrire et d'exprimer votre citoyenneté. On appelle un droit ou un devoir civique. Allez voter, choisir vos représentants. De deux, il faut, parce que le président de la République l'a dit, les formations politiques le disent, et éviter parce que la période électorale, la période des élections est une période assez sensible dans tous les pays. La première puissance du monde a payé les frais de cela en 2020. Parce que justement, certains acteurs ont cru bon attiser une flamme qu'il ne faut pas attiser. Il faut rester serein. C'est d'abord ça. Le caractère républicain, vous voulez diriger un pays, alors vous restez serein, vous montrez au peuple l'option, la seule option, l'unique option qui est proposée par la Constitution et la loi, celle d'aller vous inscrire, parce que juste dès qu'on convoque le corps électoral, les inscriptions s'arrêtent. C'est pour ça que la plupart des partis politiques aujourd'hui sont sur le terrain pour demander, pour accompagner les Camerounais dans l'inscription sur la liste électorale. Merci. Hubert Follo, vous êtes militant et cadre, n'est-ce pas, d'un parti politique. Je vais m'appeler CAC, CAC. Nous venons de suivre le rôle des partis politiques en période de préélectorale, la sensibilisation, chercher à gagner, à avoir le pouvoir. Dans votre parti, comment ça se passe véritablement?
le sigle CAC, il faut peut-être l'étayer, l'étaler, l'expliciter pour que les gens comprennent. SCAC signifie citoyen actif du Cameroun. Dans l'appellation même, le nom du parti, vous y voyez l'engagement, on l'appelle à l'engagement. C'est-à-dire que notre rôle principal consiste à demander aux citoyens de jouir pleinement de leurs droits. Le droit d'un citoyen, c'est d'abord de participer justement au processus électoral. Vous savez que l'élection, c'est tout un processus. Vous parlez de la partie pré-électorale. Nous y sommes. On est là dans la partie pré-convocation du corps électoral. Parce que de toute façon, la partie préélectorale va s'étaler avec la convocation du corps électoral, la question des dépôts de candidatures, validation, contentieux électoral, jusqu'au jour dit qui permettra pendant je crois de 8h à 18h, permettra à chacun d'aller mettre le bulletin de vote dans l'urne. Donc le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de dire aux gens que, dès que le président de la République convoque le corps électoral, vous qui n'avez pas pu vous inscrire, vous n'avez plus grand chapitre. C'est la loi qui le dit. La loi est claire là-dessus. Et que le risque que vous ne votez même pas en 2026 est très élevé. Parce qu'effectivement, rappelez-vous que le mandat des députés et des conseillers municipaux a été prolongé, je crois, pour 1 an. Tout à fait. Quand on dit pour 1 an, ça veut dire que c'est en février. Vous pourrez avoir éventuellement une période, parce que de toute façon, la loi prévoit que chaque 1er janvier, l'on peut encore s'inscrire. Mais si on a convoqué déjà le corps électoral, cette période-là, vous ne pourrez plus vous inscrire. Donc, la période ici est cruciale. C'est le rôle que nous avons. Et nous avons, je vous remercie de nous donner la tribune pour dire aux concitoyens que, au vu du chemin, la convocation du corps électoral pourrait arriver éventuellement le 12 juillet. Parce qu'il y a un intervalle qui encadre cela. Ça peut arriver avant, mais si ça arrive tard, c'est le 12 juillet. Et si ça arrive, il ne faut donc pas attendre le 12 juillet, parce que comme on dit, c'est la prérogative exclusive du chef de l'État. Donc pendant que vous attendez le 12 juillet, ça arrive le 10 juillet, vous ne pourriez plus. Donc ce à quoi nous nous attelons aujourd'hui, c'est de dire aux gens, allez vous inscrire. Vous êtes dans la mobilisation, la sensibilisation. L'actualité principale, alors nous parlons, que doit mener toutes les formations politiques, tous citoyens, toutes les associations consistent à inviter les gens à aller s'inscrire. La question des candidatures, la déclaration des candidatures, moi j'estime que c'est un faux débat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout le monde peut déclarer la candidature. Même un enfant de 5 ans peut déclarer la candidature à la candidature. Déclarer la candidature. Sauf qu'il y a également un mécanisme qui permet de nettoyer tout cela. C'est-à-dire que vous avez 5 ans, vous portez votre dossier, vous allez aller Camille ne vous demande pas de sortir. Parce que l'ECAM n'a pas vocation à gérer, à sélectionner les candidatures sur le faciès. C'est les documents. Donc, la déclaration des candidatures et tout ce que nous voyons là, maintenant, non, ça ne pas, ça embrouille les gens pour rien. Comprenez un peu. Ce qui est important maintenant, c'est inviter les gens à aller s'inscrire. Le moment venu, ne pas s'arrêter à l'inscription. Retirer la carte d'électeur éventuellement, ou alors avoir votre carte nationale, parce qu'on vote soit avec les deux, ou alors l'une. Donc vous avez votre nom sur la liste. La condition, c'est que vous ayez votre nom sur la liste. Le moment venu, veillez à ce que votre résultat sorte le résultat. Et je vais finir. Il faut qu'on dise aux gens qu'il n'est pas interdit que quand vous allez voter dans un bureau de vote, vous vous placez devant la porte. Non, ça c'est vous. Nous allons parler tout de suite. Moi, je suis obligé d'en parler pour que les gens sachent que s'ils hésitent, ce qu'il dit l'important. C'est important. Je vais même lui repasser la parole. Je finis par là pour dire que certains hésitent d'aller s'inscrire parce qu'ils n'ont pas foi à ce qui pourrait arriver. Je leur dis que vous vous inscrivez, n'est-ce pas? Et vous avez, la loi vous permet de suivre tout le processus. Vous votez
à 15 h. Okay. La loi ne vous interdit pas de vous placer devant votre bureau de vote à condition que vous ne trouviez pas l'ordre. Nous allons parler de la convocation du corps électoral. Je pense que dès qu'il y a convocation du corps électoral, le reste là va suivre. Mais les inscriptions vont s'arrêter. Tout à fait. Vous l'avez déjà dit. Voilà. Vous l'avez dit peut-être 5 fois ou 6 fois. Et on doit le dire avec assistance. Voilà. Monsieur Tchala, vous êtes de l'UNDP, un parti politique également qui va conquérir, qui va, n'est-ce pas, chercher les suffrages. La majorité présidentielle. Et on ne sait pas, je ne sais pas si la présidentielle, tout à l'heure, quelqu'un disait, les déclarations de la candidature, ça c'est, parfois, il a voulu dire que c'est la diversion. Peut-être les vrais candidats sont même là, peut-être ne se prononcent pas encore. En cette période, que doivent faire les partis politiques? Nous sommes en période préélectorale. Très bien. Merci, Charles Apollinaire Ongba. Une fois de plus, je suis militant convaincu et militant de la première heure de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Je suis membre de la cellule nationale de communication. Et l'UNDP n'est plus à présenter. Lorsque on entend des gens qui font des mauvaises analyses, faire des emprunts de vocables, bon, je me dis que c'est par ignorance. Nous, à l'UNDP, nous sommes un parti structuré. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons à travailler, pas parce que nous sommes à une année électorale. L'UNDP travaille depuis. L'UNDP fait partie des premiers partis politiques qui avaient lancé, et l'ICAM est aussi un peu témoin, le processus d'inscription massive véritablement sur les listes électorales. Et c'est ce que nous continuons à faire. Ça veut dire que dans notre parti, ça c'est un processus qui est organisé, contrôlé, parce que les équipes de notre parti accompagnent quotidiennement les différents présidents, chefs d'antenne de l'ICAM sur toute l'étendue du territoire national. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Lorsque vous entendez les gens bavarder partout sur les plateaux de télévision, sur des plateformes numériques, moi je me dis, comme j'apprends, le CAC, c'est un parti politique, je ne sais pas, bon, peut-être ne sont pas encore représentés. Le CAC, ce sont des bébés politiciens, on peut appeler ça comme ça, parce que, bon, à ma souvenance, je ne sais pas s'ils ont des élus sur le plan municipal ou sur le plan législatif et sénatorial, je ne pense pas. Bon, peut-être. Mais il dit le Congrès, le débat va difficilement avancer. Parce que je ne me rappelle pas dans mon propos avoir indexé information politique ici. Je suis resté dans l'analyse. Donc voilà, demander je voudrais nous allons continuer. Je suis également journaliste. Je voudrais sur la supervision du modérateur qu'il recadre chaque panéliste. Non, vous savez, non, monsieur Tchala. Oui, monsieur Tchala. Nous respectons. Monsieur Tchala. Monsieur Tchala. Oui. Je ne sais pas ce que vous voulez envenimer là, tout de suite. Personne ici n'a traité peut-être de l'UNDP, de je ne sais quel parti, personne de tous ceux qui ont pris la parole ici. Vraiment, peut-être vous voulez, je ne sais pas, peut-être les téléspectateurs nous suivent. Et puis maintenant, je vous ai posé une question. Qu'est-ce que vous faites en ce moment en période préélectorale? C'est la question tout le monde. Je vous passe la parole. Vous êtes les acteurs politiques. Eux, ce sont des... Là, c'est la société civile. Là, c'est le politologue. Je sais quelles questions je vais poser à ces personnes-là. Merci beaucoup. Allons-y droit au but. Je voudrais juste qu'on respecte le temps de parole de tout un chacun. Moi, je ne perturbe personne. Quand les copanélistes ont la parole, je ne voudrais pas que quand j'ai la parole, les gens me perturbent. Il faut un peu... Non, puisque vous allez un peu hors norme, c'est-à-dire... Nous sommes en train de débattre sur un sujet. Je ne sais pas ce que vous voulez encore. Merci. Allons-y. Pour poursuivre avec votre question, déjà, le 28, le comité central de notre parti sera réuni. Certainement qu'il y aura des nouvelles orientations qui seront données là-bas. Mais en attendant, nous à l'UNDP, nous continuons à former nos cadres, nous continuons à motiver les Camerounais sur toute l'étendue du territoire national à s'inscrire de manière massive
sur des listes électorales. Parce que lorsque vous êtes inscrit sur une liste électorale, vous avez le plein pouvoir de défendre votre voix. D'abord de donner la voix, de défendre et de revendiquer. Parce que si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous n'avez même pas le droit de revendiquer. Alors, à l'UNDP, nous sommes en plein travail. Nous accompagnons les Camerounais, pas seulement de l'UNDP, parce que tout citoyen camerounais, normalement, vous êtes donc dans le rôle normal des partis politiques, la sensibilisation, la formation et tout ce que cela comporte. Oui, l'éducation par rapport aux échéances électorales. C'est tout cela, monsieur Tchala. Alors, monsieur Migné, vous êtes politologue. Alors, au début, n'est-ce pas, à l'entame, n'est-ce pas, de ce sujet, monsieur Simon Méchéga a quand même dit le parti politique a deux rôles en ce moment. Hein, voilà, éduquer, chercher à gagner, n'est-ce pas, soit la présidentielle ou alors le pouvoir. Conserver. Et aussi l'encadrer même. Ok, maintenant. Mais quand même, est-ce que c'est ce qui se passe avec tous les partis politiques sur le terrain en ce moment? Y a-t-il, je vous pose la question parce que vous êtes un observateur de la société. Est-ce que c'est ce rôle-là que tous les partis jouent en ce moment sur le terrain? Je prends un cas simple sur le plateau. Nous sommes ce monsieur. On lui pose un sujet, il est hors sujet. Vous lui avez posé une question simplement. La convocation électorale, il nous sort le planning de l'UNDP. Vous voyez déjà comment certains acteurs politiques commencent déjà à aller à la dérive avant même qu'il y ait le lancement du jeu. Ça voudrait dire quoi? Je rejoins mon grand frère. Là, je suis du même avis que lui. Parce que là, c'est purement juridique. Parce que lorsque nous parlons du cadre juridique, quand même, de la convocation du code électoral, du corps électoral, je pense que ça a été initié en 2012, non? Et ça a été revu. Et là, vous parlez du code électoral. Du code, non? Oui, parce qu'on non, laissez, je commence par là. Ne m'embrouillez pas, je sais de quoi je parle. Je m'en excuse. Ok. Donc, lorsque nous avons cela, il y a une certaine planification. Ça voudrait dire quoi? Il y a une certaine volonté de l'exécutif à organiser l'élection au niveau de l'État. Cependant, les codes ou les lois qui régissent notre pays ont une certaine norme qui voudrait que la convocation du corps électoral se passe 90 jours avant la fin du mandat. Avant la fin du mandat. Nous sommes déjà au mois de juin. Tout ce que nous voyons là, pour moi, c'est de la divergence, de l'amalgame. Et si vous voulez, ceux qui ont joué au football, on appelle ça que des feintes de frappe politique. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous regardons dans notre télé les déclarations de... Pas que c'est mauvais, hein, des déclarations, des propositions de candidatures. Cependant, et là je rejoins mon grand frère de l'autre côté, pour leur faire comprendre qu'il y a un organe, et je pense que le Conseil constitutionnel, il y a aussi l'ECAM, parce que cette convocation et la loi même qui encadre cela, le code électoral, encadre aussi l'ECAM, qui est chargé de l'organisation des élections. Donc c'est une gesticulation politique comme vous les voyez tous. Mais à la fin du parcours, nous saurons qui seront vraiment les véritables candidats à la fin du parcours. Et c'est à partir de là que nous saurons qui pourra jurer, ou bien celui qui pourra attaquer
marquer le président Biya. Ok, merci à vous, Monsieur Meignet. Alors, Monsieur Sudjem, vous êtes de la société civile. Vous êtes censé, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, des éléments qui ont peut-être échappé à certains, et n'est-ce pas, votre lecture. Nous sommes très bientôt à la convocation de ce corps électoral. Nous allons parler, n'est-ce pas, de ce qui va se passer virtuellement. Mais entre-temps, nous avons quand même des agitations au niveau national, on pourra même dire également national. Certains vous disent, en ce moment, on doit, n'est-ce pas, éduquer ces militants, on doit amener ces militants-là à aller voter. Est-ce que c'est ce qui est fait véritablement? Nous voyons quand même des rassemblements à travers de certains partis politiques. Oui. Est-ce que ce sont des meetings? Est-ce que ces rassemblements-là respectent véritablement la loi, les lois, n'est-ce pas, du pays? Moi, je ne pense pas, je ne vois pas, je ne sais pas comment, je ne peux répondre à votre question que par l'affirmative. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'un parti politique, que ce soit même le parti défier la loi. Oui, je ne pense pas. Mais nous, au niveau de la société civile, nous avons plutôt déploré le fait que l'État a parfois, n'est-ce pas, interdit des meetings de certains partis politiques d'opposition. Ce que nous décrions en tant qu'observateurs neutres. Et nous plaidons ainsi, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas... Vous voulez dire que c'est également le rôle de ces partis politiques-là, en période préélectorale, de tenir les meetings. Mais l'on constate, malheureusement, que ces meetings-là sont interdits. Oui. Je vais citer un parti d'opposition tel que le parti de M. Kaban Libi, qui s'est plusieurs fois vu empêché dans ces meetings, même à Yaoundé et ailleurs. Il y a même le MRC, peut-être même le SDF. Ce que nous avons vu, ce que nous observons, avec beaucoup d'inquiétude. Le constat, c'est que tous les partis politiques ne s'expriment pas librement. Il faut le dire, pas librement. Et nous, au niveau de la société civile, nous plaidons pour que le code électoral soit retouché pour être véritablement consensuel. Vous voyez? Parce que le code électoral actuel n'est pas fonctionnellement mauvais. Mais il faudrait, n'est-ce pas, le toiletter pour que tous les partis politiques du pouvoir comme de l'opposition, n'est-ce pas, tombent d'accord. Vous voyez? Pour éviter, n'est-ce pas, des affrontements. On veut par exemple parler, n'est-ce pas, de la publication des résultats à temps, de l'amélioration du délai de communication électorale, pour les campagnes électorales, et de l'instauration même du bulletin unique. Pourquoi ne pas, par exemple, publier, n'est-ce pas, la liste électorale? Il est encore temps de le faire là, de revenir... En acceptant que les délais sont passés, mais pourquoi on ne l'a pas fait depuis longtemps? Pourquoi on ne l'a pas fait depuis longtemps? Vous décriez donc... On décrit cette... Oui. Ça, ce sont des... C'est-à-dire que nous voudrons, n'est-ce pas, que même moi qui vous parle là, que je me sente libre de devenir candidat à l'élection présidentielle, si je le veux, que personne ne m'en empêche. Non, que je sois plutôt sanctionné dans les urnes par mes compagnons. Non, jamais, c'est encadré. C'est encadré, il y a une loi. Je remplisse. Tout à fait. Comment il va y... Non, monsieur Meignet, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Monsieur Meignet, le cadre juridique. Je n'ai pas fini. Permettons. Je n'ai pas fini. Allons-y. Libre de poser votre candidature. Voilà, je crois bien que tout à l'heure à 21h, votre collègue va recevoir sur ce plateau un candidat déclaré qui est candidat indépendant. Vous voyez? Il a déclaré, mais est-ce que ça a été validé? Il n'appartient même pas à un parti politique. Je vous dis, il a déclaré, mais est-ce que c'est validé? Les normes vous disent que... Mais quand vous parlez, il a déclaré, est-ce que c'est validé? Je vous ai posé la question. Laissez-moi parler. Allons-y. Donc, je dis donc que les normes vous disent que les Camerounais, n'est-ce pas, qui... pour peu qu'ils remplissent les conditions édictées par la Constitution, qu'ils se sentent libres de participer. Et qu'est-ce que dit la Constitution? De participer ou pas? Quoi ça? C'est tout. C'est ça que nous demandons. Est-ce que les Camerounais qui participent soient sanctionnés par les électeurs et non par qui que ce soit? Non, monsieur, il y a les règles encadrées. Merci. Maintenant, nous allons dans le corps du sujet véritablement. J'ai bien voulu que chacun dise quelque chose en cette période préélectorale. Maintenant, donc, bientôt la convocation du corps électoral. Qu'est-ce que la convocation du corps électoral? Qu'est-ce qui doit se passer pendant cette période-là? Le politologue, c'est à vous la parole. Vous avez commencé à expliquer la convocation du corps électoral. C'est 3 mois avant, n'est-ce pas, la fin du mandat.
du président, hein, comme le président actuel, son mandat qui court jusqu'à une certaine période, on essaie... En octobre, là, on essaie donc de voir. Et c'est bien équilibré, raison pour laquelle nous parlons, n'est-ce pas, du corps, de la convocation du corps électoral. Qu'est-ce que la convocation du corps électoral, qu'est-ce que ça contient et quelles sont les étapes, n'est-ce pas, de cette convocation du corps électoral? Il faudrait dire simplement à tous nos téléspectateurs que la loi et la convocation du corps électoral, comme je l'ai dit d'abord en avance, a un encadrement juridique. Et cet encadrement juridique voudrait que cela soit fait 90 jours avant la fin du mandat. Avant la fin du mandat. Cependant, il y a ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire. C'est le chef de l'État, parce que c'est à lui que le peuple a donné le pouvoir de pouvoir gérer ou de garantir une certaine autonomie ou une certaine gestion des problèmes jacobiens. Jusqu'à présent, sinon que le chef de l'État ne le fait pas, c'est parce qu'il sait et il connaît à quel moment il va déclencher l'arsenal pour pouvoir mettre en œuvre. Ça doit être un secret. Le deuxième pan que vous voulez... Non, c'est l'exécutif qui décide. C'est le parti au pouvoir qui décide. Le jour où les autres pourront aussi venir. Il n'est pas en marge de la Constitution. Hein. Sur le plan constitutionnel, mon grand frère... La Constitution le lui permet. Il a 90 jours. Donc nous sommes au mois de juin. Il peut déclarer le 1er juillet. Comme il peut aussi déclarer en août. Mais ce qui est sûr, cela sera fait selon les respects, parce que nous avons ce que nous sommes passés par une mise en place des institutions. Et aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le Conseil constitutionnel, qui est là pour la vérification et la légitimation des lois. Donc, si le chef de l'État ne réussit pas à régler ou à respecter ces règles constitutionnelles, je pense que le Conseil constitutionnel est approprié pour pouvoir rectifier cela. Ok, merci. Simon Béchengue, une convocation très très attendue par les acteurs politiques camerounais en cette année 2025. Vous comprenez pourquoi est-ce que les uns et les autres attendent cette convocation du corps électoral impatiemment, cette convocation du corps électoral? Celle qui va déclencher le processus électoral réel. C'est-à-dire que c'est à partir de là que les candidatures vont se déposer. C'est à partir de là que les uns et les autres, d'abord, les candidatures vont se déposer. C'est là où nous aurons beaucoup de vérité. Et par la suite, on saura qui sont ceux qui sont en compétition. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que nous le disons, et nous continuons à le dire. C'est vrai qu'on me dit souvent qu'il n'y a pas une société civile neutre. Ça n'existe pas indépendante, oui, parce qu'elle ne détient pas, elle n'est pas sujet à l'organigramme de l'État et autres, mais elle n'est pas neutre. Parce que vous venez de suivre maintenant la société civile qui nous dit que, qui nous apporte un mémoranda politique. Il nous dit que le bulletin unique, encore le bulletin unique concerne la société civile en rien. C'est des désidératas des partis politiques. La société civile est plus dans la logique de cela, donc du citoyen, de veiller à ce que le citoyen vote bien et que la voix du citoyen soit respectée. Pas de nous dire que le bulletin unique, en quoi ça concerne le bulletin unique concerne... C'est la chose privée de quelqu'un. Nous sommes en train de dire ceci. Il y a un champ pour édifier le téléspectateur. Quand je dis que... Je pourrais dire que je suis journaliste. On me dit que non, ça c'est... Vous n'êtes pas journaliste, vous êtes communicateur. Il faut bien être honnête envers les populations. Quand vous défendez une... Revenons donc... Non, je voulais le dire pour que les populations le sachent. Très bien. La convocation du corps électoral. De deux. Jusqu'ici, c'est-à-dire que faisant un peu la synthèse de la première partie de votre question, il y a deux types d'acteurs politiques en ce moment. Il y a certains qui, effectivement, comme la plupart ici, vous disent que voilà ce que nous devons faire maintenant. Nous préparons le peuple camerounais à aller sereinement au vote suivant les encadrements juridiques établis. Il y a d'autres qui vous disent qu'ils discréditent
le processus électoral. Et ils vous disent que n'importe qui peut venir être candidat. Parce que, la Constitution, on met la Constitution de côté, on met le code électoral de côté. Donc, n'importe qui peut être candidat et c'est le peuple souverain. Où on a vu ça? Dans quel pays? Nous sommes dans l'anarchie. Et quand on insuffle cela à l'opinion, ça crée autre chose. Il faut qu'on soit clair. Nous fonctionnons, nous tous, dans la réglementation. Et de deux, tous les partis politiques ont déjà vu leur meeting annulé. Le RDPC a vu son meeting annulé à Garoua. De deux, le RDPC a vu ses candidatures annulées dans le Boyo. C'est pour ça qu'on n'a pas de députés dans le département du Boyo. Alors donc, il faut éviter, je veux bien que nous qui sommes les partisans, que le CAC ou l'UNDP ou encore le SDF ou n'importe quel, qu'on se batte dans le milieu politique, mais qu'on ait une société civile qui est justement le régulateur. Et pas celui-là qui vous dit que, qui porte des désirata du RDPC vous dit que non, je suis la société civile, mais voici ce qui se passe, ce n'est pas bon. On vous a suivi. C'est la triche. Merci. Hubert, voilà, vous aussi, vous attendez patiemment la convocation de ce corps électoral. Tout à l'heure, vous étiez déjà en train d'élaborer ce qui sera fait ou ce que vous allez faire, n'est-ce pas, après la convocation, n'est-ce pas, de ce corps électoral. Tout citoyen sérieux doit attendre la convocation du corps électoral. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la partisanerie ou toute autre chose. Ça, c'est la première. La deuxième, ma casquette d'enseignant me rattrape souvent. La société civile est en droit de revendiquer l'organisation équitable d'une élection. Parce qu'il va justement de la paix, de la quiétude et du développement. Donc c'est la question du bulletin unique, par exemple. La société civile estime que ça peut être cet élément-là qui est équitable. Écoutez, non, Bolo. Ça, c'est un élément partisan. Le bulletin unique n'est pas un élément partisan. C'est un élément qui peut participer à réguler. Selon vous à la CAC. Et selon nous, c'est pour ça qu'on parle de partisans. Maintenant, il faut dire que finalement, le citoyen est son bulletin pour aller voter. Je vous dis que j'ai dit que ma casquette d'enseignant m'a rattrapé. Oui, mais je suis obligé de préciser ça, nous sommes à la définir alors. Quand j'ai fini de définir société civile, autre chose. Je vais lire la loi pour qu'on comprenne la loi. Parce qu'on galvogue là depuis. La loi dit ceci, notamment l'article 86, nous sommes dans le code électoral. Alinéa 2. S'il est vrai que c'est le président qui convoque, on l'a dit, je ne vais pas revenir dessus. L'intervalle entre la publication du décret convoquant le corps électoral et la date fixée par le scrutin est de 90 jours, au moins. 90 jours, au moins. Parce qu'on dit des choses là, nous sommes un jour. On peut aller. 120 jours, 90, 120 jours. Voilà, la précision est bonne. C'est pour ça que même la date du 12 dont on parlait là, on disait au plus tard, parce qu'on est dans les 90 jours. Les 90 jours, par rapport à quoi? Par rapport à la prise de service du chef de l'État. Et la prise du chef de service est actée par le serment. La prestation du serment. Oui, c'est vrai. Enfin, c'est la précision qui va. La deuxième. Et c'est par là que je sors. Vous savez, Charles Apollinaire, je suis habitué de ce plateau et bien de. Moi, je n'ai pas fait le show. Je parle de ce que je connais. Et j'invite toujours les gens à bien comprendre ce que leurs co-discutants disent pour qu'ils ne fassent pas de loupés et de hors-jeu. Je n'ai même pas Simon qui défend le RDPC. Je n'ai attaqué le RDPC ici. Nous sommes tombés d'accord sur plusieurs questions qui sont classées dans l'ordre de l'intelligence. Donc, mon co-discutant, quand je découvre sur le plateau, a fait une virée vers moi. Je ne sais pas pourquoi. On n'a aucun souci avec l'UNDP. Si c'est vrai, souci il y en aurait, c'est de soutenir le régime. Mais après, c'est leur droit. Qui s'attaque à moi tel qu'il a fait, merci. Et je voudrais qu'au sortir d'ici, des propos qu'il a tenus à l'endroit du CAC et de ma modeste personne, il les retire. Ok, voilà. C'est suivi. Alors, nous sortons avec vous, curieusement. Nous respectons les instructions qui viennent d'en haut. À 1 minute, là, on va clôturer. Allez-y. Oui, nous parlons donc la convocation du corps électoral. Tout à l'heure, vous avez dit vous êtes au four et au moulin. L'UNDP, certainement, attend également cette convocation. Comme tout bon parti politique, Charles Apollinaire Ongba, ils l'ont déjà dit. C'est si on veut essayer un peu d'ignorer les gesticulations pré-électorales, pré-convocation du corps électoral,
Je dirais, comme le disait le copanéliste du RDPC, que c'est ce qui déclenche même tout le processus. Parce qu'une fois on a convoqué le corps électoral, à partir de ce moment-là, tout est permis. Tout est permis. Et à ce moment, on peut parler de candidature. Lorsque les potentiels candidats à l'élection présidentielle pourront donc déjà commencer à déposer les candidatures. Parce que sans ça, il ne suffit pas seulement aussi de déposer la candidature ou bien de déclarer qu'on est candidat. Okay. Et il y a la validation. Il faudrait que ces candidatures soient validées. Merci à vous, merci à vous 5 ans. C'est fini? C'est fini. Nous sommes stricts sur l'heure en ce moment. Professionnalisme oblige. Merci à vous 5 ans d'avoir accepté l'invitation. Vous voyez que c'est pas facile. Ça, les jours à venir, pour parler, n'est-ce pas, politique et surtout de la présidentielle. Merci à toute l'équipe technique, la régie et tout ceux-là qui ont contribué à la réussite de cette émission. Retrouvez Jean-Jacques Zé dès lundi dans le cadre de cette émission et certainement Viviane vendredi prochain. Dans quelques instants, à 19h, ce sera le journal en anglais. À 20h, ne manquez pas le journal en français. Et 21h, Jean-Jacques Zé sera là pour l'émission À vous la parole. D'ici là, restez scotchés Info TV. Au revoir.